Je suis écologue et je vais vous parler aujourd'hui de mon expédition en Antarctique et du livre que j'ai écrit et qui vient de sortir. Bienvenue sur Vision d'écologue. Aujourd'hui, on va parler du froid avec Alexis. Salut, je suis écologue. Non. En fait, alors Alexis, tu as donc passé plus d'un an en Antarctique, en Terre Adélie. Alors déjà, moi, la première question qui me vient, c'est comment est-ce que tu t'es retrouvé là-bas ? Oula. Première question, comment j'ai eu l'idée d'aller là-bas? Je me suis toujours intéressé à la nature et puis particulièrement aux oiseaux. Je me suis lancé dans le cursus universitaire d'un master en écologie. Écologie en tant que science, je rappelle, l'écologie c'est la science qui étudie la biodiversité. Si vous voulez en savoir plus à ce sujet, vous avez une vidéo qui s'affiche ici, voilà. Et par la passion des oiseaux, j'ai vite entendu lors de mes lors de mon investissement en tant que bénévole dans des structures naturalistes que il y avait plein de jeunes qui étaient partis dans les terres australes et antarctiques françaises pour étudier les éléphants de mer, les albatros, les manchots empereurs, etc. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait que je gagne de l'expérience parce que j'avais envie de partir là-bas, puisque c'est des milieux exceptionnels, avec des oiseaux qui sont très impressionnants, et du coup j'en suis venu à me dire, tiens, je vais postuler. Et du coup, via quel organisme ? Alors c'est un programme scientifique issu du Centre National de la Recherche Scientifique, le CNRS de l'antenne du CNRS de Chizé. Ouais. Et derrière ça, c'est l'Institut polaire Paul-Émile Victor qui finance les programmes et qui assure la logistique dans ces milieux extrêmes. Donc là-bas, on travaille sur les phoques, les manchots. Donc ce sont des animaux déjà assez imposants. Donc il faut déjà au préalable avoir travaillé sur des grosses espèces. Et en plus de ça, il faut être aussi capable de résister à des conditions environnementales difficiles, d'être tout le temps dehors, de se geler le visage par exemple, et aussi d'être en capacité de vivre pendant plus d'un an en milieu, on va dire, isolé, avec toujours les mêmes personnes. Oui. C'est quoi exactement la Terre Adélie en fait ? C'est quoi un peu le... Alors l'Antarctique, il faut savoir que ça appartient à personne. Ouais. Et du coup, tous les pays se sont un peu mis d'accord et ils ont signé un traité, du coup. Ouais. La loi internationale pour un peu fixer des règles, et ils ont dit ils ont défini l'Antarctique comme un territoire dédié à la paix et à la science, au vu de sa beauté, au vu de son inaccessibilité, ce genre de choses. Et du coup, après, par rapport aux missions d'exploration qui ont été faites par le passé, il y a monsieur Jules Dumont-Durville qui a découvert l'archipel de Pointe Géologie, donc là où est la base du Mont Durville. Donc ça, c'est l'une des bases françaises. C'est l'une des bases françaises, et donc il a revendiqué cette terre au nom de la France, et il a appelé la Terre Adélie en hommage à sa femme qui s'appelle Adèle. D'accord. Qui s'appelait Adèle. Donc la Terre Adélie, c'est la partie de l'Antarctique revendiquée par la France, mais elle n'appartient pas à la France vu que l'Antarctique n'appartient à personne. Et alors, quelles étaient tes missions concrètement là-bas ? Alors mes missions, c'était dans le cadre du programme scientifique du CNRS qui étudiait l'impact des effets des changements globaux, comme le changement climatique par exemple, sur les populations d'oiseaux. Donc mes missions étaient de compter les populations des différentes espèces. Car il y a des espèces qui sont suivies depuis plus de 50 ans,
Donc en fait, depuis 50 ans, on sait exactement comment évolue la population. Par exemple, des manchots empereurs. Donc principalement, je réalisais du comptage, mais aussi on marquait les oiseaux en fait. Donc on baguait les oiseaux pour connaître l'histoire de vie de l'animal tout au long de sa vie. Bon, pour savoir si l'oiseau avait survécu, donc si on baguait un oiseau qui était Pour jeune. avoir sa longévité par exemple. C'est ça, pour connaître sa longévité et savoir s'il arrive à se reproduire et le nombre de fois où il s'était reproduit, et ainsi de suite. Et tout ça, c'est des jeux on enrichit des grosses bases de données qui permettent à terme de dire, de calculer en fait la survie des individus, c'est une composante, on compte les populations, mais il faut savoir aussi derrière, dans l'évolution des populations, pourquoi elles sont en augmentation ou pourquoi elles sont en diminution. Il y a combien d'espèces d'oiseaux du coup, qui peuvent se reproduire ou fréquenter la base et les alentours de la base du Mont d'Urville? Alors il y a environ, en tout cas il y a 9 espèces animales qui se reproduisent sur l'archipel de Pointe-Géologie, donc là où est la base du Mont d'Urville, dont 8 espèces d'oiseaux et une espèce de mammifère marin qui est le phoque de Vénel. C'était quoi par exemple la journée type? Alors la journée type le matin, on commence par se réveiller tôt déjà, parce qu'il y a beaucoup de travail, notamment en été. On prend le petit-déj bien sûr. Ensuite je file à mon bâtiment et puis là on organise, on a tout un protocole en fait sur la saison qui est donné par le CNRS de Chizé, où en fait il y a vraiment des périodes d'études des oiseaux. Donc quand par exemple les couples de manchots Adélie se forment, il y a vraiment une semaine dans l'année où il faut compter tous les manchots. Donc là on regarde le protocole pour voir ce qu'il y a à faire en fonction de la saison. Et puis ensuite on s'équipe bien. Donc l'hiver on s'équipe, on prend beaucoup plus de temps pour s'équiper parce que il faut vraiment mettre la combinaison, le masque de ski, il faut mettre les grosses bottes, faut qu'aucun bout de peau ne soit laissé à l'air libre, sinon ça gèle. Sinon on a froid toute la journée. Donc vraiment déjà bien s'équiper, prendre son temps, préparer le matériel, donc que ce soit les jumelles pour observer, des fois on compte avec un petit compteur manuel, on a aussi toujours de quoi prendre des notes. Donc toutes les données sont prises à la main sur carnet parce que c'est la meilleure méthode. L'aspect particulier de la base du Mont d'Urville, c'est que tous les oiseaux se reproduisent dans les alentours. Donc on n'a pas trop... Donc on a la chance de pouvoir sortir du bâtiment et observer les oiseaux en marchant quelques minutes globalement. Après il y a des espèces où il faut aller plus loin, comme par exemple les phoques qui se reproduisent sur la banquise mais hors de la base. Sinon sur la base on a vraiment des oiseaux qui se reproduisent, donc il faut marcher et, pas très longtemps, et ensuite il faut crapahuter dans les cailloux pour aller observer les oiseaux dans les nids, les compter, prendre des notes, et ensuite on retourne à la base et puis quand on retourne à la base, il faut se dessaper, il faut mettre à sécher tout le matériel, et ensuite, quand tout s'est bien passé, on offre un petit truc aux personnes qui nous ont aidés, une petite bière ou autre, ou un petit café bien chaud, ça dépend l'état de la personne. Et puis ensuite, on rentre à la maison et on va dormir. Ok. Comment changer ton environnement autour de toi entre l'hiver et l'été? Parce que du coup la base du Mont d'Urville, donc c'est sur des îles, enfin c'est fixé sur des rochers quoi. Et donc en fait c'est au bord de l'océan Antarctique. L'été et l'hiver c'est deux choses totalement différentes. Il y a vraiment la spécificité là-bas en Antarctique, c'est que le paysage évolue en permanence. Donc vraiment des lieux qu'on connaît qui étaient figés, du jour au lendemain ils peuvent disparaître. La banquise avec les icebergs qui sont encastrés dans la banquise pendant des mois. En fait, du jour au lendemain, ça peut disparaître, la banquise peut partir. Et ça, c'est la débâcle, là, c'est ça? Ça s'appelle le phénomène de débâcle. Okay. Donc, pour explication, l'été, en fait, la base est sur des îles rocheuses au bord du continent antarctique. Ouais. Elle est entourée d'eau l'été, et donc ensuite, l'hiver, l'eau de l'océan gèle, et ça forme une banquise autour de ces îles rocheuses.
Et du coup, nous sommes situés à environ 4-5 km, je crois, du continent antarctique, vraiment, où là, c'est vraiment de la glace en permanence. D'accord. Et pour s'adapter, l'été, il y a des températures, on va dire, un peu plus clémentes. En général, il peut faire moins 3 degrés en température extérieure, mais ça peut monter un peu dans le positif, à environ 3 degrés. Donc là, on s'équipe avec un matériel un peu plus léger, on met quand même des habits, des vêtements chauds. Mais ensuite, quand l'hiver vient, là, ça devient un peu plus extrême, où là, il faut vraiment qu'on ait plus il fait vraiment très froid, et là, dès qu'on ressent le vent sur la peau, la peau gèle, donc là, on peut plus laisser les doigts à l'air libre, par exemple. Donc, Il peut faire combien, par exemple, en température l'hiver? l'hiver, il fait en moyenne, il fait environ moins 20, moins 25 degrés, mais en température ressentie, il fait plutôt moins 40, moins 50 degrés, car là-bas, il y a beaucoup de vent. Et on peut avoir même on a déjà eu une fois des rafales qui ont dépassé les 200 km/h. Et tout ça à altitude zéro au bord de la mer. Donc j'imagine même pas les températures au centre du continent. Oui, exactement, au centre du continent, il n'y a pas l'influence de l'océan. Donc là, en plein hiver, il fait environ moins 80 degrés en plein milieu du continent antarctique. Et est-ce qu'il y a des consignes de sécurité particulières comment parce que j'imagine que là, vous ne devez pas partir tout seul pour un circuit de 30 km à pied. Enfin, comment ça s'organise tout ça? Alors oui, exactement, il y a beaucoup de mesures de sécurité qui sont prises. Donc déjà, à partir du moment où on quitte la base qui est sur l'île rocheuse et qu'on va sur la banquise, et là, il faut passer un appel radio. Donc on a toujours une radio avec nous. Il faut aussi partir à plusieurs personnes. Donc en fait, selon la distance à laquelle on va, si on est vraiment sur la banquise mais autour de la base, il y a un protocole de sécurité qui dit vraiment tout autour de la base, vous pouvez être une personne, mais par contre, dès que vous éloignez un petit peu, par exemple, si on va jusqu'à une distance de 30 minutes à pied de la base, ça va passer en zone 2, et une zone 2, c'est une zone où il faut être 2 personnes. D'accord. Et au-delà de 30 minutes à pied de la base, il faut être 3 personnes. D'accord. Et en mesure de sécurité, ce qu'on a également, l'hiver, on a un sac à dos avec tout notre matériel de sécurité dans le sac à dos, et on a des vêtements supplémentaires. Là, vous étiez combien sur la base à peu près, l'hiver ou l'été, et qu'est-ce qu'il y avait un peu comme corps de métier différent? L'été en Antarctique, les saisons sont inversées par rapport à chez nous. Donc, parce qu'on est dans l'hémisphère sud. Tout à fait, oui. Donc en fait, l'été là-bas, globalement, c'est de octobre à mars. Et pendant cette période, les bateaux viennent ravitailler la base. Donc en fait, il y a plusieurs personnes qui sont de passage. Donc l'été, on est environ 70 personnes. Et il y a des fois, il y a des chercheurs ou du personnel technique qui restent 1 ou 2 mois juste pour effectuer certaines missions. Et il y a une équipe qui reste vraiment tout l'été, donc qui reste environ 3-4 mois, qui assure la logistique et toutes les missions qui sont effectuées pendant cette période. Et ensuite vient l'hiver. Donc l'hiver, c'est 8 mois d'hiver. Donc là, le bateau ne peut pas accéder aux abords de la base parce qu'il y a plus de 300 km de banquise. Et là, on est vraiment en milieu isolé. Et là, on est 24 personnes à passer vraiment du coup l'année là-bas. Et là, il y a vraiment des personnes qui sont là pour maintenir les fonctions essentielles de la base. La base, c'est une station scientifique. Et cette station, il y a une partie en fait plutôt la moitié du personnel est technique pour assurer le maintien des installations techniques. Donc par exemple des mécanos, des électroniciens, ce genre de poste. Ce genre de poste, oui, tout à fait, car en fait, s'il y a un problème en électricité et qu'on n'a plus d'électricité, et la base c'est totalement dangereux. Donc la base devrait être évacuée, quoi, en fait. C'est ça. Donc du coup, ces corps de métier-là sont essentiels pour vraiment gérer la partie installation technique, électricité, les moteurs notamment, donc beaucoup de mécaniciens, électriciens. On a aussi des menuisiers, on a aussi
On a aussi des personnes, on a aussi deux personnes on a une personne qui gère les télécommunications, notamment pour assurer la sécurité. On a une médecin aussi, bien évidemment. Et l'autre moitié du personnel, globalement, elle est plutôt scientifique. Donc en fait, on a des météorologues, on a des personnes qui étudient le magnétisme et la sismologie en Terre Adélie, donc des électroniciens ou des informaticiens qui gèrent les appareils en fait. Ouais. S'il y a un souci sur un appareil, il faut pouvoir le corriger immédiatement, sinon il n'y a pas de données, et sinon on n'a pas les données de cet appareil pendant toute l'année en fait. Donc il faut des personnes qui soient capables de réparer ça. Et en plus de ça, il y a des postes comme le mien, ornithologue, où justement nous on étudie les populations animales qui se reproduisent en Antarctique. D'accord. Et pour nourrir tout ce monde, du coup, comment ça se passe? Il y a des postes un peu intermédiaires, oui, entre les deux, où on avait un cuisinier et une pâtissière pour nous nourrir. D'accord. Boulanger-pâtissier. Ouais, boulanger-pâtissier. Le pain est fabriqué sur la base. Donc j'imagine qu'il doit y avoir des grosses quantités de nourriture apportées par bateau l'été, et après il faut tenir tout l'hiver qui dure 8 mois avec ces quantités de nourriture, donc il faut bien gérer. Ouais, tout à fait, il faut bien gérer, et puis il y a des petites spécificités où bien sûr pendant 8 mois on peut pas conserver les salades, donc les fruits et légumes frais, du coup ça manque, donc il y a beaucoup aussi, il y a quand même pas... Il y a pas mal de boîtes de conserve aussi pour un peu contrer ça, mais on a aussi beaucoup d'alimentation congelée. On a des grands congélateurs avec de la viande, du fromage, donc on n'est pas en manque de nourriture. Mais pour les fruits frais, malheureusement, au début on en mange au début de l'hiver, et puis ensuite on n'en a plus, quoi. Donc on fait ça. On avait réussi à faire tenir les pommes pendant, je sais plus, pendant 5-6 mois, je crois. C'est pas mal. Oui, donc tu nous as dit qu'entre l'été et l'hiver, il y avait quand même une grosse différence. Donc l'été, la base de Dumont-d'Urville est vraiment au bord de l'océan. Et l'hiver, il y a donc plus de 300 km de banquise qui se forment. Et moi, il y a une espèce qui me fascine, c'est le manchot empereur. Et du coup, si j'ai bien compris, il se reproduit en plein hiver. Et donc ça veut dire qu'il va pêcher dans l'océan, et après qu'il doit tout retraverser pour nourrir ses petits vers Dumont-d'Urville, du coup. Oui, c'est ça, oui. En fait, la spécificité du manchot empereur, c'est que c'est le seul animal qui est capable de se reproduire déjà pendant l'hiver et en plus en Antarctique. Donc c'est vraiment en termes de résistance aux conditions environnementales extrêmes. Si on parle plutôt sur le froid, c'est vraiment l'animal le plus résistant, quoi. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Et en fait, ouais, ce qui se passe au niveau de son comportement, de ses déplacements, c'est que vu que tout l'Antarctique est entouré de glace, en fait, ce qui se passe pour que le manchot empereur puisse survivre, c'est qu'il y a des petits lacs en fait qui sont dans la banquise, ce qu'on appelle une polynie. Donc c'est des lacs qui sont disséminés un peu partout dans la banquise. Donc c'est formé grâce au courant marin ou avec le vent, ouais, comment ça se fait que ça gèle pas à cet endroit-là? Ouais, dû au courant marin, dû au vent. Okay. Et du coup ça fait que oui, l'eau ne gèle pas, et au niveau de ces zones notamment, il y a en fait le phytoplancton se développe notamment au niveau de la banquise, juste en dessous de la banquise. Ouais. Et donc si le phytoplancton arrive à se développer, c'est l'alimentation pour les crevettes, par exemple, le krill antarctique, qui est la crevette qu'on a en Antarctique. Et puis le développement de poissons, de divers poissons et de céphalopodes, par exemple. Et ces animaux servent de nourriture aux manchots. D'accord. Ouais. Donc il vient se nourrir au niveau de ces zones. Et ensuite, il ressort par la polynie, il saute sur la banquise. Et puis là, il va marcher environ, il peut marcher 20-50 km pour rejoindre la colonie qui est à Dumont-d'Urville. Mais la polynie, elle bouge aussi. Donc des fois la polynie est très proche de la colonie plutôt en été. Et par contre, l'hiver, elle est un peu plus éloignée, quoi. La colonie, c'est la manchotière, c'est ça? Ouais, c'est la manchotière. Okay. Ouais, la manchotière qui vit sur la banquise. Et je voulais préciser d'ailleurs que
elle vient au niveau de notre archipel, l'archipel de Pointe-Géologie, car en fait elle vient entre les îles, car c'est des zones où la banquise est stable, parce que des fois pendant l'hiver la banquise elle peut s'en aller, et en fait si elle s'en va, les manchots empereurs vont mourir en fait, et eux ils sont vraiment, ils tiennent vraiment sur la banquise, et ils font pas de nid à proprement parler, ils ont vraiment un œuf qui est sur les pattes. Et donc du coup ils viennent sur cette zone de banquise qui est stable parce qu'elle est tenue en fait, elle est encastrée entre les îles quoi. Donc elle a moins tendance à partir. Et chaque année ils viennent se reproduire systématiquement sur cette zone, et ils forment une colonie d'environ 3000 à 4000 couples au niveau de la base de Dumont-d'Urville. D'accord. Et donc toutes ces informations, vous pouvez les retrouver donc, dans un livre que tu viens juste de sortir. Donc ça s'appelle Créatures et paysages de la Terre Adélie. Alors est-ce que tu peux nous parler un peu de ce livre? Qu'est-ce qu'on va retrouver dedans? Voilà, pourquoi l'avoir fait? Alors premièrement, la raison principale c'est que du coup là-bas en observant par mon métier les différentes espèces, forcément je prenais des photos, et j'ai pris beaucoup de temps aussi à faire des photos pour le plaisir, et je trouvais ça très dommage que toutes les photos restaient sur un disque dur en revenant en France, alors que c'est des photos sublimes et des photos que j'ai surtout galéré à prendre. J'ai tellement galéré à prendre ces photos. Parce que dans le livre, il y a vraiment de très très belles photos, mais je pense qu'on n'imagine pas à quel point c'était compliqué de les faire. Oui, exactement. Et en fait, il y a des photos, on passe des heures à les faire. Donc en fait, je pouvais pas laisser traîner ces photos sur un disque dur et que ce soit pas valorisé. Donc j'ai décidé de faire ce livre pour faire une synthèse. En plus, j'ai fait des photos pendant plus d'un an. Donc il y a vraiment beaucoup de photos, et je voulais vraiment faire une synthèse de ces photos, des plus belles photos que j'ai prises, des photos sur l'année, en fait de toute l'année, essayer de prendre un mixte de toutes les photos, en faire un bouquin, et je voulais le faire pour moi personnellement, pour mes proches, pour qu'ils puissent avoir, plutôt que montrer les milliers de photos qu'il y a sur mon disque dur qui sont un peu par-ci par-là. Je voulais vraiment les synthétiser et faire un bouquin pour mes proches, et puis aussi que ça serve aussi au grand public pour vraiment dire, pour sensibiliser le grand public à la préservation de ces espèces et de leurs écosystèmes quoi. Et du coup j'ai décidé je voulais faire majoritairement montrer les photos, et en montrant les photos il fallait aussi expliquer un minimum quoi. Donc j'ai fait des petits paragraphes par-ci par-là, donc comme on peut voir là par exemple, c'est quoi comme oiseau là qu'on voit là ici? Ici c'est le fulmar antarctique. Fulmar, ouais, d'accord, ok. Là bien sûr ça va être le manchot empereur, on le connaît facilement. D'accord. Et à chaque fois il y a un petit paragraphe en relation avec les photos qui explique des éléments de biologie et d'écologie de ces espèces, mais aussi des petites anecdotes, mon ressenti personnel. Oui. Ouais, c'est vraiment incroyable ces photos. Et en plus de ces photos d'animaux, j'ai aussi couplé avec les paysages en fait, parce qu'il y avait vraiment des paysages magnifiques, des couchers de soleil, des nuages, et du coup j'ai fait aussi des petites parties en fait qui sont plutôt en mode journal de bord, où j'explique les plus belles sorties que j'ai réalisées, par exemple la sortie la plus froide, la sortie la plus longue, où je montre les photos des paysages et j'explique vraiment le déroulé de la sortie. Donc voilà, par exemple ici c'était la journée la plus lointaine, donc là on avait fait 36 km sur la banquise pour compter les phoques. Donc là c'est à la fois un côté carnet de bord, et à la fois un côté un peu guide naturaliste avec un panorama des espèces qui vivent là, donc t'as mixé tout ça dans un seul ouvrage. Oui, voilà, j'ai essayé de faire une synthèse. Le livre il fait environ 160 pages, donc j'ai essayé de synthétiser tout ça. D'ailleurs, le livre, donc ce livre, il coûte 40 €, il est en auto-édition, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Et il est en exemplaire limité, parce qu'il n'y a que 200 exemplaires qui ont été imprimés. Et donc pour l'acheter, ce livre, pour le commander, vous trouverez toutes les informations en description de vidéo. À qui s'adresse ce livre?
Alors ce livre, il s'adresse à tous, au plus grand nombre, à toutes les personnes qui sont intéressées par l'expérience, par les milieux polaires, par la faune, par la curiosité de cet environnement. Donc, Ouais. Et il s'adresse également à toutes les personnes qui souhaitent revivre l'aventure, le voyage, l'expérience que j'ai réalisé pendant ces 1 an. Allez vite commander ce livre et merci beaucoup Alexis pour ce retour d'expérience. Et n'hésitez pas à vous abonner à Vision d'écologue. Merci, nickel.